Écoutez, bonjour à toutes et à tous. C'est plus féminin que masculin, mais on met toujours les dames en premier. Bienvenue à la session du GEMVI et remerciements au Collège national des gynécologues obstétriciens de nous permettre de parler d'actualité de prise en charge de la ménopause. J'ai la coprésidente qui est le professeur Geneviève Plubureau, qui va débuter le premier exposé et va nous parler d'hyperandrogénie, de la péri- et de la post-ménopause. Quelle conduite à tenir? On parle dans le micro, je pense. Voilà, donc bonjour à tous. Merci d'être aussi matinal. Et merci Patrice de ton introduction. Et donc, je vais vous parler d'hyperandrogénie, de la péri- et post-ménopause, surtout post-ménopause, et la conduite à tenir. Donc, j'ai décidé de faire un cas clinique. Donc, il va y avoir un diagnostic à la fin, mais on va voir un petit peu dans quel contexte se situe ce diagnostic. Donc, c'est une patiente, c'est une vraie patiente qu'on a eue à Port-Royal, 52 ans, qui consulte en raison de signes d'hyperandrogénie. Elle vit en couple, elle est pharmacienne, elle n'a pas vraiment d'antécédents médicaux, si ce n'est un syndrome métabolique avec une obésité, et elle est hypertendue. En chirurgie, rien, et puis familiale, sa mère a eu un cancer de l'utérus. Voilà, elle a eu ses premières règles à 15 ans, 2 accouchements sans problème, 2 grossesses sans problème, et puis quand même une spanioménorrhée primaire avec un diagnostic de syndrome des ovaires polykystiques à l'adolescence, dans le cadre de troubles du cycle, associés déjà à un hirsutisme invalidant. Elle est prise en charge par astate de cyprotérone à dose antigonadotropes pour une durée supérieure à 10 ans. Alors elle était jeune, bon, pas de méningiome, ça c'est en passant. Et puis après, des soins cosmétiques et essentiellement épilation, surtout au niveau du visage. Elle s'est ménopausée à 47 ans et aucun signe du climatério, en particulier pas de bouffée de chaleur, donc elle n'a pas pris de traitement hormonal de ménopause. Et puis 5 ans plus tard, elle consulte en fait pour une aggravation un peu progressive de son hirsutisme, surtout en regard du visage, avec quand même nécessité de rasage quotidien depuis 6 mois. Voilà, donc à l'examen clinique, on retrouve un peu son obésité puisqu'elle a un BMI à 36,5, une pression artérielle bien contrôlée par son traitement et effectivement un hirsutisme important du visage, mais aussi des membres inférieurs et un peu du thorax. Elle n'a pas d'autres signes d'hyperandrogénie, en particulier pas d'acné et pas de signes de virilisation et une obésité facio-tronculaire. Et puis, on remarque un acanthosis nigricans en regard de la nuque, des aisselles et du sillon intermammaire. Donc, je vous ai mis des photos prises. Donc, on voit bien, on voit bien ici l'acanthosis au niveau de la nuque, au niveau du pli du sillon intermammaire et puis au niveau des aisselles ici. Voilà, donc juste un petit rappel de physiologie des androgènes chez la femme. Donc chez la femme non ménopausée, on a un contrôle de l'axe gonadotrope et des ovaires et au niveau des cellules de la TEC, de la production de testostérone. Au niveau surrénalien, donc c'est les 2 vraiment organes qui vont entrer dans le cadre de la sécrétion des androgènes. Au niveau de la surrénale, on a à peu près donc moitié-moitié de production d'androgènes pour des taux circulants normaux chez les femmes non ménopausées entre 0,6 et 0,8 nanogrammes par millilitre, ces taux étant très variables d'une patiente à une autre. Mais chez la femme ménopausée, on n'a pas de sécrétion ovarienne, donc la production ovarienne diminue, donc la concentration de testostérone normalement est inférieure à entre 0,2 et 0,4. Encore une fois, très variable d'une patiente à une autre. Alors les hypothèses diagnostiques quand on a une hyperandrogénie chez la femme, qu'elle soit ménopausée ou non ménopausée, c'est en première, vraiment ce qu'il faut rechercher, c'est des tumeurs de l'ovaire, donc avec des tumeurs de Sertoli-Leydig, des tumeurs de la granulosa, c'est plus des sécrétions
d'estrogènes, des tumeurs à stroma fonctionnelles et puis des autres tumeurs sécrétantes. Au niveau surrénalien, ce qu'il faut traquer, c'est évidemment le corticosurrénalome, mais il peut y avoir aussi des adénomes. Il y a d'autres étiologies ovariennes et surrénaliennes, en particulier donc le SOPK, l'hypertécose, on va y revenir, et puis bien sûr les blocs en 21-hydroxylase non classiques. Il faut rechercher aussi, quand on n'a pas d'étiologie évidente, certaines étiologies hypophysaires, mais les dosages sont un petit peu différents, mais surtout l'adénome corticotrope, et puis les étiologies iatrogènes avec les traitements que peuvent prendre certaines patientes, notamment la DHEA, des anabolisants ou une prise androgène, et certains traitements, notamment antiépileptiques. Alors, le bilan clinique de notre patiente, eh bien, elle avait des hormones hypophysaires pas si freinées que ça, un taux d'estrogène discrètement augmenté, mais bon, en ménopause, c'est pareil, on a des variations. 17 OHP normal, donc on élimine quasiment un bloc surrénalien. Et puis delta 4 normal, SDHA un tout petit peu augmenté. Et puis des taux de testostérone contrôlés à 2 reprises, donc inférieurs à 1 nanogramme initialement, puis contrôlés un petit peu plus élevé. Une SHBG à 45 qu'on peut considérer comme normale, et puis aucune anomalie au niveau surrénalien sur le cortisol, on va dire. Voilà. Et puis on cherche quand même une insulinorésistance que bien sûr la patiente avait, avec un score de HOMA qui était très élevé. Voilà. Alors dans une série française, pour vraiment distinguer les différents diagnostics, c'est vrai que quand il y a une étiologie tumorale, la testo est beaucoup plus élevée que quand on a une étiologie non tumorale. Vous voyez 2,6 versus 0,9. Et puis les FSH, enfin les hormones hypophysaires sont plus freinées lorsqu'on a une étiologie tumorale en lien très probablement avec ce taux de testostérone très élevé. Donc ça, c'est la série en fait de la pitié. Alors on complète après, une fois qu'on a eu ce bilan, l'imagerie. L'imagerie surrénalienne, on fait un scanner surrénalien. Et là, vous voyez les 2 surrénales ici, donc qui sont strictement normales, ici et ici. Voilà. Donc, deuxième étape, imagerie ovarienne. Et donc, on fait en première intention une échographie pelvienne donc, de cette patiente qui montrait des ovaires qui étaient un petit peu gros, donc 5,4 cm². C'est un petit peu élevé pour une femme ménopausée. Et l'ovaire droit, 3,6, qui était quasiment normal. Mais bon, on sait qu'en pratique, 24 x 15, c'est quand même un petit peu, c'est pas tout à fait normal. Donc il n'y avait aucune lésion kystique ou tissulaire, donc on était un petit peu rassuré sur l'étiologie tumorale, puisque le deuxième taux de testostérone était quand même un peu élevé, et puis un aspect un peu fibreux des 2 ovaires, donc pas de lésion individualisable. On fait une IRM pour essayer de traquer des toutes petites tumeurs, et là pareil, on retrouve des ovaires un petit peu gros et aucun signal tissulaire qui pourrait faire évoquer une tumeur. Voilà, et les ovaires complètement afolliculaires, donc sans lésion rehaussée après injection de gadolinium. Voilà, et ce qu'on trouve, c'est une hypertrophie bilatérale du stroma ovarien, donc qui est un petit peu anormale pour l'âge, sans lésion focale. Et donc là, ça fait vraiment évoquer le diagnostic d'hypertécose ovarienne. Voilà, donc il faut, je reviens sur cette image, mais c'est vrai qu'il faut une lecture de ces différents examens qui est un peu compliquée, donc il faut que ce soit des radiologues qui connaissent bien ce type de pathologie. Donc la prise en charge chez une femme ménopausée, quand on a ce diagnostic, ce n'est pas du tout la même chose chez des femmes non ménopausées. Il n'est pas question d'enlever les ovaires lorsqu'on ne sait pas exactement ce qui se passe.
Là, en l'occurrence, elle a été ménopausée. On fait une annexectomie bilatérale par célioscopie et l'anapathe de la pièce opératoire confirme bien le diagnostic d'hypertécose bilatérale avec dans un ovaire en plus une hyperplasie nodulaire des cellules hilaires. Donc, je vous ai remis un petit peu d'histologie donc, pour vous montrer le hile ovarien, mais surtout les amas de cellules técales qui sont lutéinisées et qui expliquent ce contexte clinique. Voilà, donc d'un point de vue histologique, on a une disparition de la médullaire ovarienne, un aspect très dense et très abondant du stroma avec ces îlots de cellules técales lutéinisées et aucune masse ou aucune tumeur. Il n'y a pas d'atypie, pas de mitose, c'est quelque chose de bénin. C'est une atteinte bilatérale et dans son contexte, avec son insulinorésistance vraiment importante associée à un acanthocyste, c'est un syndrome de Héran, avec un nom savant, tout ça pour dire que c'est une association d'hyperandrogénie, d'insulinorésistance et d'acanthocyste nigricans. Donc il faut bien en fait cliniquement aussi examiner vos patientes. Alors on fait un bilan en post-opératoire et là, la FSH monte, les hormones hypophysaires qui sont plus freinées par la testostérone montent. Et puis, les androgènes, la testostérone redevient strictement normale. Voilà, alors, en imagerie, effectivement, je vous disais qu'il fallait des radiologues un petit peu expérimentés. Donc ça, c'est une étude qui a été publiée donc avec des données de l'Hôtel-Dieu et des données de Saint-Antoine, du professeur Sophie-Christin Maître, présente dans cette salle. Et donc... Pascal Rousset montrait les aspects assez typiques en échographie pelvienne. Et donc, on a effectivement des ovaires augmentés de volume de manière symétrique avec un épaississement du stroma. Donc, je vous ai mis les images de cette publication avec des patientes recrutées dans cette étude. Et il n'y a aucune hypervascularisation au Doppler. Alors, c'est vrai que chez la femme non ménopausée, on fait un petit peu, les diagnostics sont difficiles et souvent on traque plutôt les tumeurs. Et donc quand l'imagerie n'est pas parlante, on peut faire appel à un cathétérisme des veines ovariennes et surrénaliennes aussi pour essayer de voir un gradient entre les deux côtés et pouvoir bien traiter l'ovaire ou la surrénale malade. Le diagnostic de certitude dans le contexte d'hypertécose, c'est bien sûr histologique. Alors, il y a des séries qui ont été publiées et vous voyez certaines différences entre les différentes hormones. Regardez ici, donc ça c'est le contexte d'hypertécose. En post-ménopause, effectivement, les taux de testostérone sont très augmentés, sont augmentés. Alors, en physiopathologie, pour certains auteurs, c'est une forme extrême du syndrome des ovaires polykystiques. Donc, il y a un certain nombre de papiers qui montrent une persistance de ce syndrome des ovaires polykystiques, mais très probablement donc avec une hypertécose à un moment. Et puis, pour d'autres auteurs, c'est plutôt une bioactivité anormale de l'ALH avec une insulinorésistance dans ce contexte, mais il y a souvent un syndrome métabolique associé. Voilà, donc la prise en charge, je vous l'ai dit, c'est chirurgical, donc pour vraiment ne pas méconnaître une cause tumorale. Il faut faire attention parce qu'une hyperandrogénie avec un taux de testostérone élevé, c'est aussi le lit des complications cardiovasculaires. À Port-Royal, on a eu une patiente comme ça qui ne voulait pas se faire opérer et qui a eu un infarctus du myocarde avec des taux de testostérone qui étaient élevés. Donc, en cas de contre-indication à la chirurgie, on peut freiner cette sécrétion par des agonistes de la GnRH. Certaines équipes aussi, lorsqu'il y a des contre-indications chirurgicales initiales, ça fait aussi un test diagnostique. Et donc, vous voyez que sur cette série de 3 patientes, après agonistes, le taux de testostérone est freiné. Donc ça, c'était en nanomoles par litre. Voilà, dans les séries publiées, donc ça, c'est une série qui a été publiée dans le JCEM en 2018. Vous voyez ici que c'est quand même une cause rare
d'hyperandrogénie en post-ménopause. Ici, dans cette série, 9% de ces 1205 femmes. Alors, c'est en post-ménopause, vous voyez, les hyperandrogénies sont beaucoup plus fréquentes avant la ménopause. Ici, il y avait 27% des femmes en post-ménopause et parmi ces femmes, 9% avaient une hypertécose. Voilà, et donc un algorithme qui a été publié très récemment, en 2021, donc un petit peu obscur, mais on regarde quand même cliniquement. Donc je vous ai parlé des signes d'insulinorésistance, mais surtout en clinique, on regarde si l'hirsutisme ou les signes d'hyperandrogénie sont très rapides, donc explosifs ou sont progressifs. Quand c'est explosif, il faut vraiment traquer, c'est plus tumoral. On regarde le taux de testostérone. Donc, je vous ai montré des études aussi qui distinguent l'éthologie tumorale et non tumorale en fonction du taux de testo. On regarde l'histoire des cycles antérieurs. Et donc, notre patiente, elle se place dans la case, oui, elle avait des troubles du cycle. On fait des imageries ovariennes et surrénaliennes, bien sûr, avec un bilan complet. Et puis, dans cette étude, c'est vrai que l'hypertécose était plutôt quand les ovaires étaient vraiment importants. Il faut, je pense, pas se fier à la taille vraiment des ovaires, mais plutôt à l'imagerie et aussi avec la biologie sur des radiologues expérimentés. Alors, je vous passe tout ce qui est à gauche sur toutes les autres étiologies que je vous ai un petit peu listées. Il faut évidemment faire très attention sur les taux de testostérone très élevés et éliminer une tumeur, soit ovarienne, soit surrénalienne, bien sûr. Donc, en conclusion, pour les messages importants, il ne faut pas méconnaître la clinique, et donc l'installation rapide ou progressive des signes d'hyperandrogénie vous oriente déjà vers votre diagnostic. Interroger sur les antécédents de syndrome des ovaires polykystiques et interroger bien sûr à la recherche d'une étiologie iatrogène. Un bilan biologique rapide surrénalien et ovarien, avec bien sûr un bilan hypophysaire, évidemment. Et puis choisir la bonne imagerie lorsqu'on est orienté par notre bilan biologique. Sur les surrénales, c'est plutôt un scanner. Et sur ce qui est ovarien, c'est échographie, en général avec une IRM pelvienne. C'est vrai que quand on a un diagnostic d'hyperandrogénie, en général, on fait ces 3 imageries assez rapidement. Voilà, mais on peut vraiment être orienté par des signes surrénaliens évidents, et à ce moment-là, c'est un scanner très, très rapide. Voilà, je vous remercie. Merci Geneviève pour ce topo clair, fondé sur un cas clinique et une conduite qui est maintenant bien précisée. Y a-t-il des questions de la salle? Vous n'hésitez pas, vous levez la main. Alors, je vais peut-être commencer parce que j'ai eu l'occasion d'opérer il y a un mois une patiente de 72 ans qui avait des taux de testostérone à 10 nanogrammes par ml. On lui a fait une annexectomie bilatérale parce qu'on avait éliminé une tumeur surrénalienne. Et sur l'examen histopathologique, il y a eu un premier compte-rendu d'histopathologie qui disait tumeur de Sertoli-Leydig. Et en RCP, tumeur rare de l'ovaire, la RCP a proposé de compléter le bilan par une hystérectomie et une omentectomie, en disant que quand il y a un composant cellule de Sertoli, il pouvait y avoir des lésions secondaires évoluant comme un cancer. Est-ce que tu as cette notion de différence entre tumeur de Sertoli-Leydig et tumeur de Leydig? Pas du tout. Nous, on ne passe pas ces patientes. On en a eu un certain nombre à l'Hôtel-Dieu et à Port-Royal, comme je t'ai expliqué. Ça ne marche pas avec celui-là? Oui. Et donc, c'est des tumeurs, je dirais, classiques, et donc qu'on passe jamais en RCP. Et à ma connaissance, voilà, elles sont opérées. Il y a un diagnostic histologique vraiment tout à fait classique. Moi, j'ai jamais vu d'hystérectomie et d'omentectomie dans ce contexte-là.
Alors c'est vrai que attends, voilà, je pense que l'histologie est importante pour voir s'il y a des atypies ou voilà. Mais je pense qu'il y a Christine dans la salle qui peut peut-être rajouter des choses. Nous, dans les cas qu'on a eus, un, on ne les passe jamais en RCP, et deux, jamais de chirurgie complémentaire. Alors, je suis content que Christine soit là parce que le dossier a été représenté dans une autre RCP et puis on a pu préciser. Mais je te donne la parole, Christine. C'est juste que pour les sertolyleydiques, c'est vrai qu'en fonction du stade, il peut y avoir une indication d'hystérectomie du fait du risque de la diffusion locale, d'une maladie disséminée localement. Et ensuite, il y a aussi le risque d'hyperplasie endométriale liée à l'hyperoestrogénie secondaire. Donc c'est comme pour les granulosas, il y a une indication d'hystérectomie à viser plutôt pour être sûr d'éliminer un cancer de l'endomètre ou une hyperplasie endométriale. Oui, mais en général, ils font une hystéroscopie et ils font une biopsie de l'endomètre en même temps. Pas toujours, ça dépend. Donc si ça a été fait au moment de la chirurgie initiale, c'est pas nécessaire, mais s'il y a une stadification qui est prévue, ce qui est souvent le cas quand même pour ces types histo, à ce moment-là, il y a un geste utérin qui est fait en même temps. On n'a jamais eu ce cas-là et on n'a jamais eu de soucis dans les suites. Moi, je suis 2 patientes qui ont ça, mais bon. C'est bien d'avoir... c'est pour ça que je posais cette question, parce que moi j'étais aussi surpris qu'on nous propose une restadification dans les tumeurs de sertoli-Leydig, alors que le dossier a été revu, ils ont dit non, en fait il n'y a pas de composante sertolienne, c'est uniquement une tumeur à cellules de Leydig, et donc on ne fait pas d'examen complémentaire. Ce disant, pour dépister le cancer de l'endomètre, ce n'est pas la peine de faire une hystérectomie, hein. On peut aussi faire une hystéroscopie et un curetage pour être sûr qu'il n'y ait pas d'hyperplasie atypique ou de lésions de cancer in situ de l'endomètre. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur... Et puis, moi, je peux rajouter aussi qu'en général, ces patientes, elles ont des imageries poussées, et donc on voit aussi l'endomètre. Y a-t-il d'autres questions ou des cas cliniques à présenter? Non, écoutez, merci Geneviève. Donc je vais appeler... le professeur Sophie Christin-Maître, qui est donc professeur d'endocrinologie à l'hôpital Saint-Antoine, également vice-doyenne, donc très impliquée dans l'enseignement, et qui va nous parler des IOP, de la prise en charge qu'il y ait ou pas de désir de grossesse. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci au GEMVI pour cette invitation. Donc il manque une petite partie du titre sur la diapositive initiale qui vous est présentée. En fait, moi, je vais parler de quelque chose qui est un petit peu inhabituel quand on parle de ménopause. Je vais aborder le sujet des IOP, ou insuffisance ovarienne prématurée, avec ou sans désir de grossesse. Alors l'IOP, vous allez rencontrer cette patiente parce qu'elle va consulter pour une aménorrhée primaire, ou alors, plus fréquemment, une aménorrhée secondaire, avec une oligoménorrhée sévère. Et les caractéristiques, c'est que c'est une femme avant l'âge de 40 ans. Cet âge est très important. La FSH va être élevée, supérieure à 25, l'estradiol bas, à 2 reprises à plus de 4 semaines d'écart. Donc c'est une définition qui a été reconnue à la Société européenne de reproduction humaine. Et dans la majorité des cas, vous avez une perte importante du pool des follicules. Cette perte est accélérée par rapport à la population générale. Alors j'insiste sur le fait qu'il est, à l'heure actuelle, souhaitable de ne plus utiliser le terme ménopause précoce, même si c'est un peu une ménopause précoce. Pourquoi ? Parce que psychologiquement, c'est extrêmement délétère pour ces femmes jeunes, avant 40 ans, d'avoir ce diagnostic, entre guillemets, de ménopause précoce. Alors la prévalence, c'est 1 à 2% avant 40 ans, 1 pour 1000 avant 30 ans, 1 pour 10 000 avant l'âge de 20 ans. Et une grande méta-analyse récente montre que c'est plutôt, peut-être, aux alentours de 3-4% avant 40 ans. Donc en tant que gynécologue, vous allez rencontrer des femmes avec une IOP, c'est tout à fait certain. Alors ce retentissement de l'IOP, il y a des signes climatériques qui sont variables. Les femmes n'ont pas toujours des bouffées de chaleur. Elles peuvent avoir l'augmentation de la sécheresse cutanée, la sécheresse vaginale, une altération de leur sexualité, une augmentation de la fréquence du syndrome dépressif. Ça, c'est une des premières raisons pour évoquer le traitement avec ces femmes.
La deuxième raison, c'est que ces femmes ont un risque élevé d'ostéopénie, d'ostéoporose. Et donc, dans cette étude publiée dans le JCEM en 2009, on voit les femmes qui ont une IOP versus des femmes contrôle. Vous voyez des femmes jeunes, aux alentours de 32 ans, qui avaient eu donc un âge des premières règles normal, avec, vous voyez, des FSH très élevés, LH très élevé et estradiol bas. Ce qu'on peut voir, c'est que ces femmes, si l'on regarde la densité minérale osseuse, les femmes qui ont une IOP ont une diminution importante de la masse osseuse. Donc il faut prendre en charge cette potentielle baisse de masse osseuse. Un autre élément très important, c'est que ces femmes avec IOP ont une augmentation du risque cardiovasculaire. Et je voudrais citer cette étude qui a été faite par le groupe de Barthauser en Hollande et publiée en 2018 dans Fertile Stérile avec 385 femmes avec une IOP. On voit qu'il y a une corrélation entre le risque cardiovasculaire et le nombre d'années sans estrogène. Donc plus le nombre d'années sans estrogène chez une femme jeune est élevé, plus le risque cardiovasculaire augmente. Et à l'inverse, si on regarde la quantité d'estrogène sur une vie entière, plus on a d'estrogène, moins le risque cardiovasculaire est élevé. Et donc une étude dans le JAMA avait montré que ces femmes avec une IOP ont 40 à 50% d'augmentation du risque cardiovasculaire. Si c'est une IOP chirurgicale, ce risque est à peu près à 11,3 pour 1000 années femmes. Avec une IOP spontanée, ça veut dire sans chirurgie ovarienne, bien sûr, ou sans traitement de chimiothérapie, c'est 8,8, et par rapport à des femmes sans IOP, où c'est 5,7. Donc vous voyez, effectivement, 50% d'augmentation du risque. Et c'est ce qu'on appelle l'effet âge des estrogènes. Les estrogènes, sur une artère saine, ont un effet tout à fait bénéfique, avec une vasodilatation importante, une diminution de l'inflammation, une diminution de la progression des lésions. Donc, une autre étude assez récente, publiée en 2020 dans Human Reproduction, a montré que l'âge de l'arrêt du fonctionnement des ovaires est totalement corrélé à la survenue de pathologies. Et donc, cette étude australienne a appelé la multimorbidité. Donc, ce qu'ils ont regardé dans une cohorte très importante de femmes australiennes, c'est 11 pathologies. Diabète, HTA, maladie cardiaque, AVC, arthrite, ostéoporose, asthme, insuffisance respiratoire, dépression, anxiété et cancer du sein. La multimorbidité était définie si plus de 2 pathologies. Et si on regarde l'âge à moyen 51 ans comme référence, on se rend compte que les femmes qui ont une IOP ont un risque qui est 3 fois plus élevé d'avoir une multimorbidité. Donc ces femmes, il faut les traiter. Comment faut-il les traiter? Alors, on parle, à l'heure actuelle, du traitement hormonal de ménopause quand le traitement est donné après l'âge de ménopause. On parle maintenant du traitement hormonal substitutif, ou THS, quand il est donné avant l'âge physiologique de ménopause, 50-52 ans. Donc, dans les cas de ménopause avancée. Et là, on est avant 40 ans, on va donner un THS, ou traitement hormonal substitutif. Quel peut être ce THS? Il faut qu'il y ait d'une part des estrogènes, et si cette femme a un utérus, de la progestérone. Donc la dose qui va être utilisée, il y a assez peu d'études pour prouver scientifiquement cette dose, mais on considère qu'il faut soit du 17-bêta-estradiol oral à la dose de 2 à 4 mg, soit en transdermique entre 50 et 100 microgrammes, donc en patch entre 50 et 100 microgrammes. Donc ça, c'est pour l'estrogène, et on appelle ça cette dose standard. Pour la progestérone, vous allez donner soit de la progestérone naturelle, donc 50 à 200 mg, soit par voie orale, soit par voie vaginale, ou en France, on peut utiliser aussi de la dihydrogestérone, donc le Dufaston, à la dose en général de 10 ou 20 mg par jour. On utilise très peu les autres progestatifs en France dans le THS. Alors on peut se poser la question, ce sont des femmes jeunes, est-ce qu'on peut leur donner
Au lieu de donner un THS classique avec les estrogènes d'un côté et la progestérone de l'autre, est-ce qu'on peut donner une pilule estroprogestative? Alors cette question, elle est d'autant plus importante que ces femmes avec une IOP, elles peuvent avoir une réversibilité possible de l'IOP. C'est l'autre raison pour laquelle on ne parle jamais de ménopause précoce, parce que la ménopause, c'est définitif, il n'y a plus de follicules dans les ovaires, ou très peu. L'IOP, il y a une réversibilité possible, et cette étude de Maud Bidet avait montré il y a quelques années, en regardant sur une cohorte de 358 patientes avec une IOP, que 24% d'entre elles avaient des signes de récupération de la fonction ovarienne, 88% des cas dans l'année qui suit le diagnostic. Donc j'insiste parce que si vous mettez un THS, estrogène et progestérone, chez cette femme qui a une IOP, ce n'est pas contraceptif. Et donc s'il y a une récupération, même si elle est peu fréquente, il n'y aura pas de contraception chez cette femme. Et vient de sortir l'année dernière une étude assez intéressante, regardant chez des femmes, une étude japonaise, alors chez très peu de femmes, mais c'est une belle étude, chez des femmes japonaises avec IOP, et les auteurs ont regardé le développement folliculaire lors du traitement du THS chez ces patientes avec IOP. Et on voit, c'est le taux de développement cumulatif sur les jours, et on voit très bien qu'il y a plus de 70% en cumulatif de développement folliculaire. Donc, l'IOP n'est pas toujours un arrêt définitif du fonctionnement ovarien. Il est faux donc prescrire une contraception en l'absence de désir de grossesse. J'insiste sur le fait qu'il ne faut pas utiliser une contraception progestative pure, car sinon vous n'allez pas compenser la carence estrogénique chez cette patiente. Donc, si vous souhaitez donner une contraception, ce qui est plutôt proposé, c'est en l'absence de contre-indication, une contraception estroprogestative, plutôt avec une pilule qui contient 30 microgrammes d'éthénylestradiol, en sachant qu'il n'y a pas de données scientifiques prouvant que 30 est mieux que 20, mais comme ces femmes ont une sécrétion endogénique et estrogénique très faible, on préfère a priori plutôt 30 microgrammes. Et ce qui est beaucoup pratiqué dans les pays anglo-saxons, assez peu en France, c'est d'utiliser un dispositif intra-utérin, donc pour assurer la contraception, et de rajouter des estrogènes par voie transdermique pour compenser le déficit en estrogènes chez ces femmes. Donc il faut bien penser, est-ce qu'elles souhaitent ou non une grossesse? Si elles ne souhaitent pas de grossesse, il faut envisager un traitement qui est contraceptif. Alors, il y a une étude qui est en cours, elle vient juste de démarrer. C'est une étude qui s'appelle POISE. POISE, c'est pour Premature Ovarian Insufficiency Study, c'est le S, of Effectiveness of Hormonal Therapy. Donc, c'est une étude réalisée en Grande-Bretagne qui va essayer de comparer ce que je viens de vous présenter, c'est le traitement hormonal substitutif, l'HRT, ou THS en français, versus une pilule estroprogestative. Et donc, ce qu'ils veulent regarder, c'est est-ce qu'il y a un impact cardiovasculaire de l'un par rapport à l'autre? Est-ce qu'il y a un impact osseux de l'un par rapport à l'autre? Donc, il y a 2 ans, il y a une petite étude anglaise qui a été publiée, qui a essayé de comparer déjà ces 2 traitements, mais ça a été extrêmement difficile, et vous comprenez que c'est très difficile de randomiser ces femmes, puisque si elles veulent une contraception, elles ne vont pas vouloir être randomisées dans le bras traitement hormonal substitutif. Donc c'est une étude très très compliquée à mener. Je ne suis pas sûre qu'on aura un jour les résultats, mais peut-être. Et puis bien sûr, voir s'il y a un impact des signes, sur les signes du climactère, d'un traitement ou de l'autre, en sachant que comme il y a des estrogènes dans les deux, eh bien, les bouffées de chaleur devraient pouvoir être amendées avec les 2 traitements. Il y a bien sûr aussi la possibilité d'utiliser des traitements locaux, d'ovules ou de crème, pour améliorer la sexualité, parce que les estrogènes par voie orale ou transdermique n'ont pas toujours une efficacité suffisante. Donc on attend avec impatience ces résultats de cette étude POISE pour voir est-ce qu'un traitement est meilleur que l'autre sur le plan cardiovasculaire, sur le plan osseux et sur les signes du climactère. Alors, est-ce qu'il y a d'autres traitements que le THS dans les IOP?
Et ça, c'est une question, et si vous voyez ce type de patiente, elle vous pose à chaque consultation la question, est-ce qu'il y a un traitement? Et c'est surtout pour celles qui souhaitent une fertilité, est-ce qu'il y a un traitement possible? Alors, il y a une revue qui vient de sortir, 28 avril 2022, réalisée par une équipe chinoise, sur l'évaluation de la récupération de la fonction ovarienne suite à des traitements d'IOP. Alors, quels sont ces traitements? Eh bien, cette étude, vous voyez qu'ils ont fait une étude de toute la littérature. Ils ont initialement vu qu'il y avait 1523 études qui abordaient le sujet des traitements des femmes avec une IOP. De ces 1523, beaucoup d'études ont été exclues, soit parce que c'était des études chez les animaux, soit parce que c'était un cas clinique, soit il n'y avait pas de référence correcte, soit c'était des articles de revue. Et ça, c'est un grand défaut, c'est qu'il y a beaucoup d'articles de revue, mais il y a assez peu d'études originales qui montrent vraiment quelles sont les données. Et donc, on voit que de ces 1523, on arrive à 6 études qui étaient correctement menées et avec des résultats qui étaient intéressants. Alors, dans ces études, le premier, c'est la DHEA. Donc, la DHEA, c'est Nicolas Gleicher aux États-Unis qui a été le premier à proposer ce traitement chez des femmes qui ont une baisse de la réserve ovarienne. Et je voudrais d'emblée indiquer que c'est très important de distinguer la baisse de réserve ovarienne de l'IOP. Je m'explique. La baisse de réserve ovarienne, ce sont des femmes qui sont encore réglées, qui viennent pour infertilité et qui ont une FSH aux alentours de 10-12, légèrement élevée, jamais supérieure à 25. Et donc ces femmes, elles ont une baisse de réserve, ce ne sont pas du tout les mêmes étiologies que les IOP. Et il a été le premier à dire, est-ce qu'on ne peut pas donner de la DHEA, donc un androgène, pour essayer d'améliorer le pool des follicules ovariens. Alors je peux aller relativement vite, c'est-à-dire que cette étude chinoise sur 22 patientes et cette deuxième étude chinoise sur 31 patientes, l'une est randomisée contre placebo, l'autre est une étude prospective. Les résultats sont assez rapides, aucune efficacité de la DHEA dans les IOP, ça ne fait pas monter l'AMH, ça ne fait pas baisser la FSH et il n'y a aucun impact sur la fertilité. Donc la DHEA, ce n'est pas utile. Il y a assez peu d'études pour regarder l'impact du traitement hormonal substitutif sur la récupération de la fonction ovarienne. Alors on peut se dire, mais comment est-ce qu'un traitement peut faire récupérer le pool ovarien? C'est vrai que c'est une question qui reste un peu en suspens. Et vous voyez que c'est une étude prospective japonaise, seulement 19 femmes incluses. Et ce THS, donc au départ, il y avait 30 femmes, puis 19. Et donc, 14 patientes avaient un taux d'AMH à 0 et 16 autres avaient un taux d'AMH qui était légèrement détectable, c'est-à-dire qu'il n'était pas 0, mais il était abaissé, comme dans la majorité des cas d'IOP. Et en fait, après ce THS, les auteurs indiquent que l'AMH était toujours indétectable chez 71% des femmes, donc le traitement hormonal substitutif en lui-même n'a pas l'air de faire remonter le nombre de follicules ovariens. Cela se saurait si ce traitement était vraiment très efficace pour récupérer la fonction ovarienne et la fertilité. Alors, ce qui est très à la mode, et il y a beaucoup de patientes qui vont dans beaucoup de pays du monde, en particulier au niveau du Maghreb, pour réaliser ce qu'on appelle l'injection intra-ovarienne de PRP. PRP, c'est plasma riche en plaquettes. Et donc, cette technique de PRP, beaucoup de centres demandent des sommes assez importantes. Le principe, c'est d'injecter en intra-ovarien ce PRP. Et donc, à ce jour, il n'y a que 2 études. Une première étude prospective réalisée en Turquie sur 311 femmes et une deuxième en Grèce sur 30 femmes. Il y a très peu d'études, mais cette technique se réalise dans beaucoup de centres à travers le monde. Parce que ces femmes étant en détresse, je pense qu'elles sont susceptibles de dépenser des sommes assez importantes pour réaliser ce type de technique. Alors, dans l'étude turque, qui a été publiée dans Aging en 2020, on voit qu'il y avait 311 femmes initialement.
Certaines ont été suivies parce qu'elles souhaitaient une grossesse. Elles ont eu cette technique donc, de PRP. Elles ont eu une stimulation ovarienne, elles ont eu donc une fécondation in vitro, donc elles ont ce PRP puis une fécondation in vitro. Au total, il y a eu 36 grossesses avec 25 naissances vivantes parce qu'il y a eu un nombre relativement élevé de fausses couches. Alors la difficulté et le concept de ce PRP, c'est de dire... Eh bien, ce plasma riche en plaquettes, il contient énormément de facteurs de croissance, l'IGF-1, l'IGF-2, le fibroblast growth factor, le TGF-bêta. Est-ce que ça joue sur la régénérescence tissulaire, la prolifération tissulaire, la différenciation tissulaire, l'initiation de l'angiogénèse? Il y a très peu de données à ce jour, c'est très conceptuel. Le problème, c'est qu'à ce jour, il n'y a aucune étude avec un groupe contrôle sous traitement hormonal substitutif. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand on fait une procédure, qu'on montre un résultat, il faut quand même prouver que le résultat est bien dû à la technique et non pas l'effet du temps, puisque je vous ai dit qu'il y avait une réversibilité possible, ou l'effet du traitement hormonal substitutif. Alors, ce qui est aussi fait dans quelques pays, c'est d'utiliser des cellules souches. Et des cellules souches essentiellement à partir de tissus adipeux, donc des cellules souches dérivées du tissu adipeux. Et donc, il y a une étude iranienne sur 9 patientes, donc vous voyez que c'est quand même des quantités de patientes extrêmement faibles. Donc, c'était des femmes entre 20 et 39 ans avec une FSH élevée et une aménorrhée, donc un diagnostic certain d'IOP. Et on voit que, effectivement, chez ces femmes, eh bien, les résultats sont assez faibles puisqu'il n'y avait aucune modification de l'AMH et aucune grossesse rapportée à ce jour. Donc, le principe, c'est qu'on prend le tissu adipeux de la patiente, on extrait les cellules souches, on cultive ces cellules, et ensuite on réimplante ces cellules et le concept est que peut-être il y aura des follicules. Mais ça reste vraiment quelque chose qui est très préliminaire. Il y a cependant énormément de patientes qui demandent ces techniques à l'heure actuelle. Et enfin, dans un futur peut-être proche, il y aura l'utilisation peut-être de biomatériel et donc ce qu'on appelle la médecine régénérative. Donc toute l'idée, c'est en fait de se dire comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que ces femmes qui ont une IOP, donc avec un nombre de follicules extrêmement faible, soient capables de régénérer ces follicules. Et donc, il y a énormément de recherches avec différentes matrices potentielles, du collagène, de l'acide hyaluronique, des polymères de synthèse, de la fibrine. Donc, l'idée, ce serait de mettre en place ces substances qui permettraient aux cellules ovariennes, aux cellules folliculaires, de proliférer et donc de récupérer une fonction ovarienne possible. Donc ça reste encore assez préliminaire. Il y a des données chez l'animal, mais dans l'espèce humaine, c'est encore de l'état du concept. Donc en conclusion, si on fait une synthèse vis-à-vis du traitement de ces IOP, il est souhaitable que ces femmes bénéficient d'un THS avec de l'estradiol et de la progestérone au moins jusqu'à l'âge physiologique de ménopause, donc aux alentours de 51 ans. Et donc, il faut bien insister chez ces femmes qu'il faut qu'elles prennent ce traitement sur le long cours et qu'elles ne lisent pas la notice des traitements qui parle de risque de cancer du sein, risque de thrombose, risque d'accident vasculaire cérébral. Chez elles, ce n'est pas le cas puisque c'est un traitement substitutif. On ne fait que remettre à la normale le taux d'estradiol endogène. Envisager une contraception si pas de désir de grossesse et bien penser qu'il faut qu'elle ait des estrogènes, donc soit dans la pilule estroprogestative, soit en association avec le DIU. S'il y a un désir de grossesse, les grossesses naturelles, c'est 5 à 7% des cas. Si cette femme souhaite une grossesse et qu'elle est en accord avec la procédure de don d'ovocytes, c'est une technique qui marche très bien, il y a 50% de réussite, donc il faut bien sûr être d'accord sur le plan
éthiques, philosophiques, religieux, pour avoir accepté cette procédure de fécondation in vitro avec un don d'ovocytes. Alors, il faut faire très attention si votre IOP elle est en lien avec un syndrome de Turner, parce que le syndrome de Turner, c'est une cause très fréquente d'IOP, mais c'est une cause aussi de dilatation aortique et de dissection aortique. Donc, il faut passer ces patientes en RCP, cœur Turner grossesse. Et PRP, 2 points d'interrogation, cellule souche, 2 points d'interrogation. Et pour finir, si vous avez encore des questions, il y a un article de prise en charge du syndrome de Turner avec des auteurs ici dans la salle. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Sophie, pour ce topo toujours aussi clair et puis les perspectives thérapeutiques qui sont intéressantes. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Oui ? Attends. Vous pouvez donner un micro, je crois que s'il j'ai vous entendu plaît. votre question, qui est le Climaston, est-ce que vous le prescrivez jusqu'à 50 ans? C'est ça? La réponse est oui. Et donc, on utilise plutôt... Donc, je n'ai pas d'action chez monsieur et madame Climaston, hein, je le dis tout de suite. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas de lien d'intérêt financier. Mais le Climaston, plutôt le 2,10, parce que vous avez 2 mg d'estradiol et 10 mg de progestérone, et en continu. Ce que je n'ai pas dit, et ce qui est très important, c'est que le choix du traitement du substitutif, c'est celui que va prendre la femme. Parce que si vous prescrivez à une adolescente un gel avec de la progestérone séparée, statistiquement, il est montré qu'elle ne va probablement pas le prendre très longtemps. Le Climaston, c'est un comprimé, ça va assez vite, mais il faut bien prévenir de ne pas lire la notice, parce que la notice, elle fait très peur. Donc, il faut bien expliquer cet efféage des estrogènes. Mais oui, la réponse est oui. Merci. Si la patiente a des antécédents cardiovasculaires, que faites-vous? Alors après, c'est au cas par cas. Tout dépend ce qu'on entend par antécédent cardiovasculaire. Si elle a une hypertension, si elle a un diabète mal équilibré et sévère, bien sûr que là, il faudra prendre des estrogènes par voie transdermique. Donc vous allez prendre des estrogènes par voie transdermique. Elle va prendre des estrogènes par voie transdermique avec de la progestérone séparée. Oui, bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je voulais savoir de manière très, très pratique, une dame, 49 ans, hystérectomie, annexectomie, qui n'a pas eu de traitement immédiatement, et 3 ans après, des manifestations, bien sûr, d'insuffisance ovarienne. Alors, en pratique, 3 ans après, donc à 51 ans, que fait-on? Alors, je crois que ce n'est pas tout à fait mon sujet, parce que mon sujet, c'était les IOP, donc c'est avant 40 ans. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'avant 40 ans, il n'y a quasiment aucune contre-indication. Enfin, il faut trouver un mode d'administration des estrogènes et de la progestérone par un moyen ou par un autre. La progestérone n'a plus... Non, je ne répondais pas à votre question, en fait. J'étais en train de dire que moi, c'était avant 40 ans. Après, à votre question, je pense que Geneviève va répondre. Alors, c'est vrai que donc c'est un âge classique de ménopause. Si elle a eu aucune bouffée de chaleur, aucun symptôme du syndrome climatérique et que ça survient 4 ou 5 ans après, il faut penser à 2 choses. Soit les ovaires repartent un petit peu, et ça, c'est assez classique. Mais aussi, il faut penser à toutes les étiologies des bouffées de chaleur atypiques et donc rechercher une étiologie autre que le syndrome climatérique. Voilà. Une hyperthyroïdie. Oui, mais l'hyperthyroïdie, elle peut avoir autre chose. Elle a plus d'ovaires, mais ça, elle peut tout à fait... Oui, si elle a plus d'ovaires, donc ce n'est pas une resurgescence. Oui. Donc, il faut chercher une étiologie de symptômes, et donc, si c'est des bouffées de chaleur, ce qu'on appelle atypiques. Et là, il y a toute une batterie d'étiologies à rechercher. On peut peut-être proposer pour l'année prochaine ce topo, mais il faut chercher des pathologies thyroïdiennes, des pathologies hématologiques. Il y a toute une batterie d'étiologies qui sont importantes à rechercher. Une tuberculose, je ne vais pas faire un catalogue, mais il y a quand même un certain nombre de choses à rechercher. Allez-y, madame. Je voulais savoir si, après 50 ans, on peut continuer le traitement, si on considère que les 10 ans précédents, ou 8 ans, ou 6 ans,
était cumulatif ou si on repartait... Alors, j'ai vraiment incité pour dire, parce qu'il y a encore des femmes qui viennent en disant « mais moi, on m'a dit qu'il ne fallait pas dépasser 5 ans ». Alors, quand on a 25 ans, plus 5 ans, on arrive à 30 ans. Donc 30 ans, c'est impossible d'être en hypoestrogénie à 30 ans parce que c'est vraiment, je vous ai montré les données, ça augmente le risque cardiovasculaire, ça augmente le risque d'ostéoporose, c'est très important. Donc il n'y a pas de notion de cumulatif. En fait, cette femme, effectivement, quand elle va arriver à 50 ans, ben, elle est comme tout le monde. Elle est comme tout le monde et vous allez avoir le même raisonnement qu'une femme chez qui vous auriez débuté un traitement hormonal de ménopause. Voilà. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'avais 2 questions concernant la contraception. Quid des contraceptions orales au 17-bêta-œstradiol, parce que vous parliez des 30 gamma, mais vous disiez tout à l'heure que c'était préférable de leur donner du 17-bêta-œstradiol péros pour celles qui n'avaient pas de désir de grossesse. Et la deuxième question, c'était sur le stérilet. Est-ce qu'il vaut mieux donner un SIO, ou lévonorgestrel, ou est-ce qu'on peut mettre un stérilet au cuivre avec le patch? Est-ce qu'elle ne risque pas de saigner beaucoup? Alors, vous pouvez, je vais commencer par la fin. Le DIU, tout dépend effectivement si elle veut très peu de saignements de privation ou plutôt garder les saignements de privation. Donc ça, c'est un point important parce qu'il y a des femmes jeunes qui n'aiment pas du tout ne pas avoir de règles et d'autres qui préfèrent. Donc ça, vous pouvez choisir l'un ou l'autre et l'estrogène ne va pas a priori créer une hyperplasie importante puisque vous n'allez pas être en surdosage, a priori, d'accord? Mais donc vous allez juste compenser l'estrogène comme une femme chez qui aurait ses ovaires en place, à qui vous mettez un dispositif intra-utérin. Il faut considérer qu'on est dans le même taux d'estrogène. Donc pour le DIU, l'un ou l'autre, je pense qu'il n'y a pas de préférence, si ce n'est vis-à-vis des saignements, de l'intensité. Après, votre question vis-à-vis de la pilule qui contient du 17-bêta-estradiol. Donc, j'ai expliqué que quand on parle de traitement hormonal substitutif, c'est effectivement le 17-bêta-estradiol, ça c'est en France en tout cas, ce n'est pas le cas à travers le monde, mais en France, on utilise le 17-bêta-estradiol avec de la progestérone naturelle. Dans la pilule qui contient le 17-bêta-estradiol, ce qu'il faut évaluer, c'est le risque thromboembolique veineux. Et le risque thromboembolique veineux de cette pilule qui contient du 17-bêta-estradiol, il est intermédiaire entre une pilule dite deuxième génération et troisième génération. Donc c'est à peu près pareil. Sophie, pour rebondir sur la question avec le DIU, c'est peut-être un plus proche du deuxième génération. Nous, on a quand même l'habitude de rajouter un peu de progestérone. Vous ne faites pas du tout ça avec notre estrogène par voie transdermique. Donc là, on est dans un contexte de femme à risque vasculaire. On ne veut pas lui donner une voie orale. On donne donc une substitution par transdermique, gel ou patch. Et puis, on peut assurer la contraception effectivement par un DIU au cuivre. Mais nous, on rajoute toujours un peu de progestérone. Tu crois qu'on a tort ? Je ne sais pas, mais la physiopathologie, c'est vis-à-vis du sang, c'est ça l'idée? Non, vis-à-vis aussi de l'endomètre. Oui, mais une femme... elle a toujours un peu de progestérone en période d'activité. Il n'y a aucune donnée. Hein. Oui, non, mais c'est pour ça que je discute. Et je trouve que c'est un peu compliqué de rajouter tout. Globalement, moins on donne de choses, mieux elles le prennent. Oui. Et ça, c'est le message numéro 1, c'est il faut qu'elles prennent pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans un traitement. Donc il faut vraiment le plus simple, je pense. Oui, l'un ou l'autre. Oui. Ils font énormément ça au Danemark. Au Danemark, ils mettent toutes les femmes avec un DIU ou lévonorgestrel et des estrogènes. Et nous, on est un des rares pays du monde où on est très peu DIU par rapport aux autres pays du monde. Donc, je pense que c'est là le biais. Ça nous est arrivé effectivement que ce soit des jeunes femmes avec essentiellement des contre-indications cardiovasculaires de lui proposer DIU plus œstradiol transdermique. Mais franchement, moi, en tout cas dans mon expérience, je n'ai jamais mis un DIU au cuivre. On met que du lévonorgestrel.
pour s'amender justement de la problématique du rajout supplémentaire de progestérone. Oui. Parce que je ne suis pas certain, Sophie, qu'avec un DIU au cuivre, avec un estradiol transdermique pendant 10 ans, tu ne vas quand même pas avoir un endomètre qui va proliférer, hein, oui, quand même. Oui, hein. oui, peut-être. Sophie, il y a un cas particulier d'une patiente qui est venue me voir. Elle est âgée de 23 ans, elle est célibataire. En raison de quelques troubles du cycle, son médecin lui fait faire des dosages hormonaux qui révèlent une AMH à 0,3. Donc elle vient me voir en étant inquiète, en disant quelle est ma probabilité d'avoir une insuffisance ovarienne prématurée, quelle est ma probabilité de pouvoir faire un bébé quand je le souhaiterais. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux tout de suite de faire une conservation ovocytaire? Qu'est-ce que tu répondrais à cette patiente? Moi, j'ai ça souvent en consultation. Elles sont adressées pour IOP. Et en fait, ce n'est pas une IOP. Elle a un taux d'AMH bas. Le taux d'AMH, ce n'est pas un bon marqueur de la fertilité naturelle. Il y a une très grande étude américaine qui a montré que des femmes qui avaient un taux d'AMH à 0,2, elles avaient autant de grossesses en cumulatif à 2 ans que des femmes qui avaient un taux d'AMH à 3 ou à 4. Donc, c'est un gros problème à l'heure actuelle et ça va être de plus en plus le problème parce que ces femmes, elles demandent un dosage d'AMH. Il n'y a aucune façon de prédire avec ce taux d'AMH combien de temps elles vont être fertiles et si oui ou non, elles seront fertiles. Et il faut rassurer, beaucoup rassurer. Un autre point important, c'est que l'AMH, quand elle est dosée sous pilule, le taux est diminué en plus du tiers. Donc, il y a beaucoup de demandes et beaucoup de pression pour faire ces dosages d'AMH. Et on se trouve dans des situations où c'est panique à bord, et je pense de manière exagérée. Tu lui proposerais quand même, dans son cas, une conservation ovocytaire ou non? Parce qu'elle est célibataire pour l'instant. Moi, il y en a plusieurs à qui j'ai dit que ça me paraissait excessif. Peut-être qu'elles vont me reprocher dans quelques années, mais... Parce que moi, j'insiste aussi sur le fait que la congélation ovocytaire, ce n'est pas la préservation de la fertilité. Je m'explique, la congélation ovocytaire, ce n'est pas parce qu'on a 20 ovocytes au congélateur qu'on va être fertile. Il faut au moins 12 ou 14 ovocytes pour avoir une grossesse en moyenne, et globalement, il est montré que beaucoup de femmes qui ont congelé leurs ovocytes les utilisent assez peu, parce qu'elles ont des grossesses naturelles. Donc voilà. Alors, moi, je vais vous poser la question là, je viens de recevoir dans ma consultation une première jeune fille, à peine 16 ans, trouble des cycles, panio-aménorrhée, bilan hormonal, FSH à 10. Je lui fais une petite écho, la voie abdominale, CFA, pas très bon. Je lui fais une AMH 0,6. Elle me dit, la mère me dit, il y a une sœur jumelle, ok. Elle saigne depuis 3 mois en continu, ok, aussi trouve des cycles. Je refais un bilan pareil, AMH à 0,6. Là, vous parliez de préservation de fertilité. Mon problème, c'est qu'elle aurait 35 ans, je lui dirais, faites un bébé et puis on voit ce qui se passe. Là, elle a 16 ans, préservation de fertilité ou non? Vous êtes dur avec moi. Personne ne peut répondre de manière absolue. Et donc 16 ans, là, il y a une chose quand même importante, c'est qu'on pense que les ovocytes, il y a une chose importante, que les ovocytes avant l'âge de 20 ans sont probablement de moins bonne qualité qu'après 20 ans. C'est-à-dire que dans les grossesses qui utilisent donc des ovocytes, peut-être qu'il y a une immaturité des ovocytes avant l'âge de 20 ans. Donc ça, c'est des données qui sont en train de sortir. Moi, j'attendrai un peu. Bon, cette procédure, si elle n'a pas eu de rapport sexuel, c'est un peu compliqué. C'est quand même 3 semaines d'injection. Bon, moi, j'attendrai. Ah, mais c'est une question qui se pose. Une question, bien sûr. Aujourd'hui, oui. Est-ce qu'elle peut revenir à 22, 25 ans si elle a une IOP complète? Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'étude longitudinale à ce jour qui ait pris une cohorte de femmes avec une baisse de réserve, c'est ce qu'elle a priori,
et de regarder 10 ans ou 15 ans plus tard quelle est leur fertilité. Il y a des Hollandais qui avaient essayé de faire des ABAC entre le taux d'AMH et l'âge, et de faire des courbes pour essayer de voir jusqu'à quand pouvaient fonctionner les ovaires. Mais ça ne marche pas bien. Ça ne marche pas bien parce que déjà les SOPK sur ces courbes sont complètement hors courbe, puisque le taux d'AMH est très élevé et les femmes à SOPK ne sont pas ménopausées à 60 ans. Merci beaucoup, Sophie. On est obligé de passer à l'exposé suivant du professeur Patrice Lopez, qu'on ne présente plus, je pense. Donc, professeur de gynécologie obstétrique à Nantes, professeur émérite maintenant. Oui. Et donc, il va nous parler de l'échographie endométriale en post-ménopause, surtout chez les femmes ayant un traitement hormonal de ménopause. Merci Geneviève. Donc, je voulais aborder un sujet extrêmement pratique et se poser la question de savoir, faut-il faire des échographies chez les femmes qui prennent un traitement hormonal de la ménopause? Quel intérêt et quel bénéfice pour la patiente? Je n'ai pas de conflit ni de lien d'intérêt pour ce travail. Vous savez que l'échographie, qu'elle soit par voie vaginale, au mieux par voie vaginale, mais aussi par voie abdominale, permet à la fois de mesurer l'épaisseur de l'endomètre, elle permet d'évaluer l'écostructure avec des normes qui ont été établies par les échographistes sur l'uniformité de l'endomètre, est-ce qu'il est homogène ou hétérogène, est-ce qu'il est homogène avec kyste, ce sont des aspects non uniformes. Et puis des anomalies échographiques de l'endomètre sous forme d'endomètre hyperéchogène, quelle est sa signification? L'échographie permet également d'étudier la vascularisation grâce à l'étude par effet Doppler et permet d'étudier l'anatomie à la fois du myomètre et des ovaires. Alors, très clairement, il y a une indication importante de demander l'échographie lorsqu'il y a des symptômes. Le symptôme étant le saignement utérin anormal. Et je vous rappelle ici les différents diagnostics que vous devez évoquer, que ce soit surtout en périménopause pour la grossesse, mais en post-ménopause, vous devez savoir évoquer les troubles de coagulation, bien entendu évoquer le cancer de l'endomètre, et sur un travail de Clark, 90% des cancers de l'endomètre après la ménopause sont diagnostiqués sur ce signe d'appel qu'est le saignement utérin anormal. Le PAF pour polype adénomyose fibrome, et puis ensuite les causes à la fois fonctionnelles ou iatrogènes et l'atrophie. Donc tous ces diagnostics doivent être évoqués lorsqu'il y a des signes, des saignements utérins anormaux, et l'échographie est le premier examen complémentaire, en dehors de la biologie, chez une femme qui a un saignement utérin anormal, qu'elle prenne ou qu'elle ne prenne pas de traitement hormonal de la ménopause. Et le complément des examens que vous connaissez, c'est l'hystéroscopie ambulatoire, donc sans anesthésie, et éventuellement l'histologie qui peut se faire en ambulatoire par la pipelle de Cornier. Vous avez différents types de pipelles de Cornier ici. Et pour terminer, pour avoir une histologie complète, du curetage biopsique qui est fait sous anesthésie générale. Donc la question se pose essentiellement chez les femmes asymptomatiques. Et clairement, quand on regarde les recommandations des sociétés savantes, aucune société savante ne propose de faire des échographies systématiques dans le cadre du dépistage, que ce soit le cancer de l'endomètre ou le cancer de l'ovaire. Donc ça, c'est clair. Je pense que nous devons suivre les recommandations des sociétés savantes internationales et nationales pour ne pas proposer à titre systématique des échographies. Par contre, on peut reposer la question chez les femmes qui seraient à risque de cancer de l'endomètre. Ces risques de cancer de l'endomètre, je ne détaillerai pas ici les facteurs génétiques, le syndrome de Lynch, la prise de tamoxifène prolongée, des facteurs
caractéristiques comme l'obésité, la grande taille, l'hypertension, qui sont des marqueurs de risque de cancer de l'endomètre. Et je détaillerai peut-être les 3 circonstances qui sont le traitement hormonal de la ménopause séquentielle, surtout lorsque la durée de prescription de progestérone est inférieure à 10 jours par mois. Je pense que maintenant, très peu de gynécologues prescrivent des traitements séquentiels si courts de progestérone. La question des traitements hormonaux de la ménopause prolongée de plus de 5 ans et la question de l'utilisation de la progestérone micronisée. Je cite, c'est un très beau travail, même s'il date maintenant de plus de 20 ans, le travail de Beresford, qui très clairement montrait que si vous comparez odds ratio de 1, les femmes qui prenaient un progestatif pendant moins de 10 jours par mois, vous triplez le risque de cancer de l'endomètre, alors que si la femme prend un progestatif 10 à 21 jours par mois, l'augmentation du risque n'est plus significative. Donc là, depuis que l'on donne des traitements hormonaux de la ménopause, tout le monde insiste pour dire qu'il faut donner, si on donne un traitement séquentiel, au moins 12 à 15 jours de progestatif. Et maintenant, beaucoup d'entre nous prescrivent des traitements combinés qui permettent ensuite d'éviter les hémorragies de privation. Deuxième point, même si on donne un traitement progestatif prolongé, qu'en est-il des traitements hormonaux qui sont au-delà de 5 ans? Et là encore, Beresford, vous voyez, pour des traitements, pas de traitement hormonal, risque de 1. Passer 60 mois, donc 5 ans, alors là, c'est tout traitement hormonaux confondu, le risque relatif de cancer de l'endomètre est significatif à 2,7. Donc on pourrait déjà définir une première population à risque, qui serait les femmes qui prennent un traitement hormonal de la ménopause de plus de 5 ans. Troisième point enfin, et ça a été souligné par les équipes françaises et E3N en particulier, c'est que la progestérone micronisée augmente le risque de cancer de l'endomètre avec certes un nombre de cas faible, mais le risque relatif était quand même de 1,8. Et il y a une dizaine d'années, quand ces publications ont été faites, ça nous a interrogés sur ce risque endométrial de la progestérone micronisée. On retrouve ces résultats dans l'étude EPIC, vous voyez, qui est repris souvent par E3N, avec sur les estrogènes seuls, plus personne ne donne d'estrogène seul, parce que le risque relatif est de 2 à 3. Avec la tibolone, dans cette étude, il était augmenté. Et avec le traitement combiné continu, il n'y avait pas d'augmentation du risque de cancer de l'endomètre, augmentation séquentielle. Et on retrouvait également, mais dans un sous-groupe utilisant la progestérone micronisée, une augmentation de ce risque. Donc on peut déjà cibler une population qui pourrait bénéficier de l'échographie, qui sont ces femmes dont le risque serait augmenté. Je ne suis pas échographiste, je suis gynécologue, mais il faut que votre échographiste utilise une classification maintenant qui est bien établie et qui a été rappelée par Van den Bosch. Et vous avez ici toutes les qualités de mesure de l'endomètre d'abord, et puis de description de la morphologie endométriale, avec l'aspect de polype ou de fibrome, l'aspect d'hyperplasie atypique ou de cancer, qui donnent des images quand même qui sont assez intéressantes à noter. Et regardez sur le tableau de droite les épaisseurs de l'endomètre avec la moyenne et le range. Donc vous voyez que pour des atrophies endométriales, on peut avoir des endomètres qui mesurent jusqu'à 7 mm. Mais très clairement, vous avez une augmentation significative vers le cancer de l'endomètre avec l'augmentation de l'épaisseur de l'endomètre. Plus l'endomètre est épais, plus vous avez des risques d'observer un cancer de l'endomètre. Et dans cette étude, vous voyez, pour les cancers de l'endomètre, l'épaisseur de l'endomètre était de 16 en médiane et allait de 11 à 26 mm. Ce qui fait que, et ça avait été rappelé par Joël Créca quand on en avait discuté à Pau, le seuil de 11 mm est un seuil qu'il faut garder en mémoire parce que ça classe un risque de cancer de l'endomètre à noter. Sur le seuil, ça c'est un point important, de calculer le seuil pour explorer l'endomètre. Quand on voit l'évolution naturelle
de l'épaisseur de l'endomètre, on voit avec le temps, vous avez ici les dernières règles finales. Globalement, le seuil de 4 mm est un seuil au-delà duquel on peut se poser des questions sur l'exploration. Avec, là je voulais rappeler les rappels des sociétés internationales. Et regardez ce que dit la société canadienne en 2010, c'est que les indications menant au prélèvement de tissu endométrial chez les femmes post-ménopausées présentant des saignements utérins normaux ne doivent pas être extrapolées aux femmes asymptomatiques. Donc, certes, on va utiliser un seuil d'épaisseur de l'endomètre, mais autant lorsqu'il y a des saignements utérins anormaux, il est clair qu'il faut explorer l'endomètre, autant il faut peut-être être réservé chez les femmes qui sont asymptomatiques. Par ailleurs, pour la question du seuil, l'American College rappelle que lorsque vous avez un endomètre inférieur ou égal à 4 mm, vous avez une valeur prédictive négative de 99% de ne pas avoir de cancer de l'endomètre. Alors, ça c'est vrai pour les femmes qui n'ont pas de traitement hormonaux. C'est beaucoup plus compliqué chez les femmes qui prennent un traitement hormonal car nous ne disposons pas de données précises selon le type du traitement hormonal. Dernier point concernant le seuil, sur ici plusieurs études. Vous voyez, quand on prend le seuil de 4 à 5 mm, vous voyez l'excellente valeur prédictive négative. Donc c'est, je pense, assez clair qu'une femme qui a un endomètre inférieur à 5 mm, c'est-à-dire 4 ou moins, le risque d'avoir un cancer de l'endomètre est très faible. Et sur un travail récent sur le seuil qui était fixé à 9,5 mm pour détecter le cancer de l'endomètre, vous voyez que la sensibilité et la spécificité ne sont pas excellentes puisque c'est 71%. Donc il faut également être conscient qu'à partir d'une épaisseur de l'endomètre, on ne peut pas en déduire l'histologie de cet endomètre. Un travail extrêmement intéressant, le travail anglais de Jacobs sur un dépistage de masse des cancers de l'ovaire et de l'endomètre, puisque ce travail intéressait, vous voyez, plus de 36 000 femmes et que les auteurs ont fait plus de 260 000 mesures. Si vous mettez le seuil à moins de 5 mm, vous avez un risque relatif de cancer de l'endomètre de 1, et vous voyez que plus l'endomètre s'épaissit, plus ce risque augmente, puisque pour des endomètres supérieurs à 10 mm, vous avez 59 fois plus de risque de faire un cancer de l'endomètre. Donc déjà, des notions qui paraissent importantes à retenir. 4 mm comme élément de excellente valeur prédictive négative, et puis ensuite une augmentation qui est pratiquement linéaire entre l'épaisseur de l'endomètre et le risque de cancer, puisque sur un endomètre de plus de 20 mm, vous avez 200 fois plus de risque d'avoir un cancer de l'endomètre. Si on reprend les travaux de Jacobs, et si vous prenez le seuil de 5 mm, la sensibilité est de 80% et la spécificité est de 85%. Alors, quand faut-il mesurer l'épaisseur de l'endomètre sur cette population ciblée? Si la femme est en traitement séquentiel, vous devez mesurer l'épaisseur de l'endomètre en fin de phase progestéronique. Et là, on peut admettre des seuils plus importants dans la mesure où, sur un traitement séquentiel, vous allez faire proliférer l'endomètre et la progestérone ou le progestatif vont entraîner des modifications sécrétoires et donc il peut être admis des épaisseurs plus importantes. Sur les traitements continus, qu'ils soient combinés ou les traitements combinés, qu'ils soient continus ou discontinus, il faut probablement garder le même seuil des 5 mm qui ont été établis par les études faites globalement par Jacobs en particulier. Est-ce que vous pouvez, en pratique, dans votre cabinet, faire une pipelle de Cornier si vous avez un endomètre supérieur à 5 mm? Là, ce travail qui a été rappelé à la fois par Guido et puis par Goldstein lors de son webinaire, vous voyez que le taux de faux négatifs pour les prélèvements n'est pas négligeable, parce que dans certaines études, vous aviez de 15 à 30% de faux négatifs. Et on le dit toujours, sur une pipelle de Cornier, n'a de valeur qu'un résultat positif. S'il est négatif, ça ne vous
retire pas le risque de cancer de l'endomètre. Et puis le travail de Guido qui a été fait chez des femmes qui venaient pour un cancer connu. Et la pipelle de Cornier a été faite avant l'hystérectomie. Et vous voyez que la pipelle de Cornier sera positive en fonction de la surface atteinte par le cancer. Là, ça me paraît tout à fait logique. Mais si vous faites une pipelle de Cornier sur un polype dégénéré, cancérisé, vous avez près de la moitié des cas où la pipelle de Cornier était négative. Donc ne retenez qu'une pipelle de Cornier positive si vous les faites systématiques. 2 diapositives sur un cas clinique que j'ai observé. Donc une patiente qui avait un traitement hormonal qu'elle prenait depuis 11 ans, traitement combiné discontinu, estrogène cutané, progestérone, BMI normal, mais bon, elle a quand même eu des signes cliniques d'appel, parce qu'elle a eu des microragies, que les anglo-saxons appellent le spotting. Vous voyez un peu l'aspect de l'endomètre qui était, et ça je n'y ai peut-être pas prêté attention lorsque j'ai reçu le résultat, l'échographiste me disait endomètre un peu hétérogène, avec des faibles flux décelables au Doppler. L'endomètre faisait 3 mm 3, j'ai classé le dossier. Je la revois 2 ans plus tard, où là, elle a des saignements utérins anormaux, et là, l'endomètre est de 8,7 mm, elle a une hystéroscopie curetage, c'est un cancer endométrioïde de grade 2 qui a pu être traité par hystérectomie totale simple, ça date maintenant de plusieurs années, sans récidive, un PT1A. Donc là, ça m'avait un petit peu troublé, puisque sur un endomètre de moins de 4 mm, 2 ans après, j'observais un cancer de l'endomètre, mais avec des signes d'appel que sont les saignements utérins anormaux. Je peux vous proposer cet algorithme de conduite à tenir. Personnellement, je propose de faire l'échographie chez les femmes qui ont un traitement hormonal de plus de 5 ans, selon les résultats de l'étude de Beresford. Si l'endomètre est de moins de 5 mm, je propose un contrôle à 3 ans. Ça pourrait se discuter puisque ce n'est pas fondé sur une étude prospective. En cas d'endomètre de 5 à 10 mm asymptomatique, vérifier l'écostructure de l'endomètre, parce que s'il y a des anomalies de la structure, on a vu homogénéité ou hétérogénéité de l'endomètre ou hyperécogénéicité de l'endomètre, vous devez contrôler l'observance du progestatif, surtout comme on donne en France des traitements dissociés, estrogène, cutané et progestérone. Posez la question, ça arrive assez souvent que les femmes oublient de prendre le comprimé de progestérone le soir, et ça peut expliquer cette augmentation du risque du cancer de l'endomètre avec la progestérone micronisée. Éventuellement, changer de progestérone, mettre un progestatif avec un contrôle à 1 an. Si vous avez des anomalies de l'écostructure, on propose entre 5 et 10 mm une exploration. Et puis lorsque l'endomètre est supérieur à 10 mm, là, il faut explorer cet endomètre pour vérifier que l'on n'ait pas d'hyperplasie atypique ou de cancer. Donc je dirais en conclusion que cette association traitement hormonal et cancer de l'endomètre peut être évoquée sur des traitements séquentiels avec des traitements de progestatifs courts, que très probablement les traitements hormonaux de la ménopause de plus de 5 ans augmentent le risque de cancer de l'endomètre. Toujours s'assurer lors des consultations annuelles de la bonne observance du traitement du progestatif, et puis se méfier également si vous avez des facteurs de risque associés comme l'obésité. Que la survenue de saignements utérins anormaux impose des explorations de la cavité utérine et que la découverte d'une hypertrophie de plus de 4 mm pour les traitements combinés doivent faire évoquer une pathologie et proposer des explorations. Je n'exclus pas la pipelle de Cornier, mais avec les réserves que l'on a données. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Patrice. Je pense que tu vas avoir beaucoup de questions. Non? Alors, oui, c'était clair, bien sûr. Alors, juste une question. Tu as parlé de l'obésité comme facteur de risque de cancer de l'endomètre que
tout le monde connaît. Est-ce que chez une femme hypertendue, par exemple, depuis longtemps, qui n'a pas eu d'enfant, donc 2 facteurs de risque, est-ce que tu fais une surveillance plus étroite de ton endomètre si elle a un traitement hormonal après un bilan cardiovasculaire, comme vous verrez tout à l'heure dans le topo du risque cardiovasculaire? Dans cette circonstance, je suis l'algorithme, c'est-à-dire elle a plus de 50 traitements, elle a des facteurs de risque, obésité, hypertension. Elle n'est pas obèse, ta patiente? Non, elle est juste hypertendue, elle n'a pas eu d'enfant. Elle est hypertendue, elle est de grande taille, parce que ça paraît que ça joue également. Elle a eu des troubles du cycle pendant sa vie de procréation. L'échographie, pour moi, paraît justifiée. Et ensuite, la conduite en fonction de l'épaisseur de l'endomètre. La problématique du cancer de l'endomètre sous traitement hormonal, je crois qu'il y a un élément qui est pas du tout facile à évaluer, qui est un petit peu oublié, c'est en fait les différences de sensibilité tissulaire aux oestrogènes. Et c'est vrai qu'on a des patientes qui, au-delà de ces facteurs de risque tout à fait classiques que vous avez donnés et pour lesquels il faut se méfier, qui ont quand même des hypersensibilités tissulaires aux oestrogènes et chez lesquels, en fonction des doses d'oestrogènes que vous allez donner, peuvent effectivement induire une augmentation de la prolifération de l'endomètre qui n'est pas toujours bien contrôlée par le progestatif, en particulier c'est la progestérone micronisée. Alors on va dire que je suis encore monomaniaque, mais on a quand même certains éléments qui peuvent être un reflet de cette hypersensibilité tissulaire aux oestrogènes, qui d'une part la densité mammographique et la densité osseuse. Si vous avez des patientes avec des densités osseuses relativement élevées et qui en plus ont une histoire de densité mammographique majorée, méfiez-vous dans les doses de traitements hormonaux que vous allez donner en post-ménopause. Ce sont souvent des femmes qui, lorsqu'elles sont symptomatiques, nécessitent de très faibles doses d'œstrogènes. Et alors, la situation, enfin, l'évolution des choses fait qu'effectivement, maintenant, on a plutôt tendance à utiliser de plus en plus des faibles doses d'œstrogènes, mais pendant très longtemps, ces femmes ont été souvent surdosées en œstrogènes. Et c'est vrai qu'on a eu tous des patientes qui prenaient parfaitement bien leur traitement et qui ont eu des cancers de l'endomètre, pas forcément même sur des traitements très prolongés, mais qui avaient cette espèce d'hypersensibilité aux oestrogènes et elles étaient manifestement surdosées en oestrogènes, même s'il n'y avait pas de signe de surdosage majeur. Il faudrait donc peut-être que je rajoute dans l'algorithme au milieu, avant de vérifier l'observance du progestatif et éventuellement changer de progestatif, mais également peut-être diminuer la dose d'estrogène. Je crois que c'est même le premier réflexe à faire. Hein. Ouais. Très honnêtement, avant de changer le progestatif, moi je baisse les oestrogènes. Alors si on regarde les marqueurs, il y a un travail récent qui a été publié qui montre une corrélation entre l'épaisseur de l'endomètre, alors c'est en dehors du traitement hormonal, l'épaisseur de l'endomètre et les risques de cancer du sein et le risque de cancer du poumon. Et ces 2 cancers étaient augmentés de façon significative chez les femmes qui avaient un endomètre épais. Donc, chez les femmes qui ne prennent pas de traitement hormonal, si vous avez un endomètre épais, c'est quand même un marqueur peut-être de cette estrogénie qui agit sur d'autres organes que l'utérus, comme le sein et le poumon. Le poumon, c'est un peu étonnant, mais il y avait déjà eu des évocations sur cancer du poumon et traitement hormonal. Nous avons encore 2-3 minutes pour les questions. Je voudrais faire un petit sondage. Il y a des gynécologues ici. Quels sont ceux d'entre vous qui font des échographies pendant leur consultation gynéco? Levez la main. Ah oui, donc il y a quand même une majorité de personnes qui font leurs échographies comme un prolongement de l'examen clinique et vous mesurez systématiquement l'endomètre. D'accord. Bon, nous allons conclure cette première session GEMVI. Merci aux orateurs et merci d'être venus nombreux. Donc on se retrouve à 10h30 après la pause pour la deuxième session.